Mes amis, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment un drone russe a frappé le complexe du monastère de la Lorde Petchersk à Kiev, qui est l'une des plus anciennes églises orthodoxes de toute l'Europe de l'Est, de la Russie et de l'Ukraine. C'est aussi un lieu très sacré pour les chrétiens orthodoxes de Russie. Selon leur propagande, la Russie est censée être la protectrice du christianisme. Ce n'est pas le cas. Ils ne se soucient pas vraiment de ces choses-là. Et c'est contrôlé par le FSB, tout comme l'église en URSS était contrôlée par le KGB. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais en réponse, je veux dire, c'était un site extrêmement sacré. C'est toujours un site extrêmement sacré pour les Ukrainiens. En réponse, ils ont envoyé des drones à Moscou. Oui, la capitale. Directement vers une raffinerie de pétrole. Ils n'ont pas attaqué un site sacré. Il y a de nombreuses églises à Moscou qui pourraient être détruites, mais l'Ukraine n'agit pas ainsi. Ils ont envoyé les drones vers une raffinerie de pétrole, visible ici. Magnifiquement en flammes, engloutie par les flammes. L'unité de raffinage a été touchée. Ce qui est assez remarquable, c'est que cette raffinerie est responsable d'environ 40%, presque la moitié de la consommation de carburant de Moscou et des zones suburbaines environnantes. Donc il s'agit censément de la raffinerie qui assure l'approvisionnement en carburant de la capitale de la Russie, et l'Ukraine l'a frappée. C'est énorme. 11,6 millions de tonnes de produits pétroliers par an, ce qui représente, oui, 40% du carburant consommé à Moscou et dans l'oblast de Moscou. Nous avons beaucoup de belles images puisque les habitants de Moscou veulent filmer ce genre de choses et les publier en ligne. Comme vous pouvez le voir, clairement, c'est l'unité de raffinage dans la vidéo qui brûle. La plupart de ces unités ont d'ailleurs été construites par des entreprises européennes avant les sanctions. Avant 2014, des entreprises européennes construisaient ces unités, qui fonctionnent encore. Les Russes ne peuvent pas les construire. Ils peuvent en construire quelques raffineries de pétrole, mais elles ne seront pas aussi efficaces, ce qui fait une grande différence d'ailleurs. Cette tour, bien sûr, sert à brûler les résidus. Ce n'est pas l'incendie causé par un drone. Ce que je veux vous montrer, c'est le véritable drone. Il y en a beaucoup, mais en voici un. Il survole simplement Moscou. Moscou, c'est la zone la plus lourdement défendue de toute la Russie en termes de défense aérienne. Il y a plus de 300 systèmes Pantsir S qui défendent cette zone. Et regardez ce drone. Il vole simplement au-dessus de Moscou. Bas, bruyant, lent. C'est une humiliation et une revanche certaine pour l'attaque du complexe monastique de Lavra. Encore plus d'images pour vous. Vous savez comment on reconnaît que la frappe a eu lieu dans la capitale ou dans une zone plus riche? Parce que la qualité des vidéos filmées par les gens lors de ces incendies est bien meilleure. C'est une super vidéo, vraiment de bonne qualité. Donc on peut deviner que c'est filmé par quelqu'un qui a pu s'acheter un téléphone plus cher. Profitons simplement des flammes, puisque c'est l'économie russe qui brûle sous vos yeux. Le plus drôle dans tout ça, c'est que cette raffinerie, qui est pourtant si importante, est protégée par des filets anti-drones. Regardez-moi ça. Les filets anti-drones descendent du haut de cette cheminée. Toute la zone de la raffinerie est également protégée. Pourtant, les drones sont quand même passés. Quelqu'un a mis des mots très grossiers sur l'hymne russe ou l'hymne soviétique. C'est pareil, je ne vais pas traduire. Oui, c'est un coup très dur pour les Russes. Quelles en sont les conséquences ? Je pourrais dire que c'est la conséquence de cette attaque, mais en réalité, cette prochaine vidéo résulte d'environ 2 ans de frappes ukrainiennes sur les raffineries de carburant en Russie. Voici une file de voitures d'1 kilomètre de long pour obtenir de l'essence à Moscou. C'est vraiment terrible. Regardez-moi ça. Regardez ce qui se passe à Moscou. Une file d'attente d'1 kilomètre à une station-service. Nous sommes ici depuis environ 40 minutes. Eh bien, naturellement, ma Mercedes fraîchement peinte, waouh, est la plus belle voiture de tout l'embouteillage. C'est ce que le gars dit vraiment. Il frime avec sa Mercedes, une voiture allemande. C'est une classe E, une légendaire classe E, et je dois dire que c'est une très belle voiture. Elle est vraiment belle. Mais Mercedes n'exporte pas actuellement vers la Russie. Ils le font via le Kirghizistan ou le Kazakhstan ou quelque chose comme ça pour contourner les sanctions. Ce type se la raconte avec sa Mercedes. C'est tellement bizarre puisque tu ne peux même pas avoir d'essence pour elle. Tu conduis une voiture même pas vendue chez toi car ton pays est un état terroriste, mais tu continues à frimer avec. C'est une façon étrange de se vanter. Horrible. Je pensais que ce problème ne nous toucherait pas.
Flash Info, citoyen de Moscou, tu es responsable des actions de ton pays. Toute la voie de droite est la file d'attente pour la station-service sur l'autoroute Saint-Pétersbourg-Moscou. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Je suis content de voir ça. Je n'ai pas encore terminé avec le complexe monastique de la Laure de Petchersk, car c'est l'un des sites culturels et religieux les plus sacrés de Kiev. Vous vous souvenez tous, quand Notre-Dame brûlait en France, c'était une tragédie nationale, et ils ont organisé une collecte de fonds. Corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Il me semble qu'ils ont récolté plus d'1 milliard pour la restaurer et sont en train de le faire, ou ont déjà terminé. C'est un symbole de la France. La Laure de Petchersk est un symbole du christianisme orthodoxe. Depuis 2023, elle a été détachée de l'orthodoxie russe et rattachée à l'orthodoxie ukrainienne. Il y a une différence car l'église orthodoxe russe est dirigée par le FSB. C'est une différence énorme. Et l'Ukraine a interdit cette branche puisqu'elle est dirigée par le FSB qui est une agence de renseignement. Mais ce n'est pas la première fois que les Russes brûlent cette église en particulier ou des églises en général. C'était en 1941. La Laure de Petchersk, le même complexe monastique, a été détruit par le NKVD. Avant que Staline n'intègre l'église orthodoxe russe sous le contrôle du KGB et du NKVD pour les contrôler, il les a en fait toutes brûlées. Et après cela, il s'est dit « D'accord, nous pouvons contrôler le peuple avec ça ». Il a donc transformé l'église orthodoxe russe en un instrument du KGB. Donc avant cela, il l'a fait exploser. Voilà ce qu'il en est. Et la deuxième fois, les Russes envoient simplement un drone dedans. C'est une tragédie nationale pour les Ukrainiens. Donc je vous apporte un drone ukrainien avec des lettres écrites dessus par Mykola Brovdi, le chef ou commandant des forces ukrainiennes de drones. Il dit que la Laure, qui est le complexe monastique, la Laure tiendra pendant des siècles. Moscou tombera, 10e bataillon, des forces sans pilote ukrainiennes. Et ils envoient ce drone à Moscou. Nous avons vu la raffinerie brûler. Donc c'est une revanche directe pour le complexe monastique de la Laure. Au fait, si vous vous intéressez aux statistiques, les forces de Poutine ont endommagé ou détruit au moins 630 églises, maisons de prière et autres installations religieuses en Ukraine. Je constate toujours ces commentaires disant que les Ukrainiens persécutent les chrétiens, mais c'est de la propagande russe. L'Église orthodoxe russe, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, se comporte comme un prolongement du FSB. Les dirigeants de l'Église et les prêtres reçoivent leurs ordres du Kremlin sur ce qu'ils doivent prêcher au peuple. Ils mettent cela dans un contexte chrétien. Mais ils prêchent que nous devons prendre le contrôle de l'Ukraine. Nous devons éliminer les Ukrainiens de la surface de la terre. C'est ce que disent les prêtres dans cette église, ce qui n'a rien de chrétien. Donc les Ukrainiens ont effectivement interdit l'église orthodoxe russe dans le pays, ce qui signifie qu'ils poursuivent le FSB. Mais la propagande russe présente cela comme si les Ukrainiens persécutaient les chrétiens, ce qui n'est pas vrai. Les Ukrainiens sont chrétiens. Ce sont eux qui ont apporté le christianisme de Constantinople dans les régions russes et ukrainiennes il y a plus de 1000 ans. Cela est passé par la Rousse de Kiev, c'est-à-dire Kiev. C'est pourquoi le complexe de la Laure des grottes de Kiev a été l'un des premiers et des plus importants à transmettre la littérature, la culture, la hiérarchie et tout ce qui concerne le christianisme byzantin de Constantinople dans ces régions d'Ukraine et de Russie. C'est là que tout a commencé. Les Russes l'ont bombardé. Au fait, Yuri Dolgorouki, le prince de Kiev de la Rousse de Kiev il y a environ 1000 ans, a été celui qui a fondé la ville de Moscou. Je ne plaisante pas. C'est lui qui en a été le fondateur et il est enterré à la Laure des grottes de Kiev, le complexe religieux que Moscou vient de frapper. Leur fondateur est enterré dans ce complexe. Il est impossible de parler de cette histoire sans mentionner qu'il n'y a pas de Russie. Il y a l'Ukraine dans cette histoire. La Rousse de Kiev, c'est l'Ukraine. La Russie n'a pas copié mais a volé toute cette culture, mais elle n'a pas la sienne. Ils n'ont pas leur propre héritage. Sans l'Ukraine, ils ne sont qu'une coquille vide. Tout le berceau culturel de la Russie se trouve en Ukraine. Et pour rester sur ce sujet, belle transition. Nous allons en Crimée, qui est liée à toute cette région parce qu'elle est ukrainienne. Nous allons en Crimée pour voir ces images, qui sont très divertissantes. Vous avez ces longues files de voitures, n'est-ce pas? Que faire si, après des heures de queue, votre voiture tombe en panne d'essence alors que la file avance? Il faut pousser la voiture. Regardez-moi ça. Les gens poussent leur voiture un par un. Et je dois préciser ici que cela ne pourrait vraiment pas arriver en Amérique.
Spécifiquement en Amérique, parce qu'en Russie, laissez-moi vous montrer cette voiture juste ici. La blanche et la rouge, ce sont des Moskvitch et des Lada. La voiture au milieu, je peux me tromper, mais est-ce une Lada Samara ou une vieille Mitsubishi ou quelque chose du genre? Ces voitures, ces Lada, pèsent au moins 1 tonne, voire un peu plus. Vous ne pouvez pas les pousser lentement, tout seul. Si vous avez un gros pick-up Ram ou quelque chose comme ça, un Ford F-150F 250, vous ne pourrez pas pousser ça à la main. Donc cela ne pourrait arriver qu'en Russie, quand les voitures sont petites et qu'elles pèsent peu. Bien sûr, il y a aussi de grosses voitures en Russie, mais vous ne pourriez pas pousser un pick-up. Aussi, je dois vous montrer cette prochaine séquence qui s'est passée en Crimée, qui retourne maintenant complètement à l'URSS, parce que le vol de carburant est quelque chose qui était absent de la Russie depuis 20 ou 30 ans. C'est absent en Estonie et dans l'Union européenne. Les gens ne votent plus de carburant dans les voitures, contrairement à l'époque soviétique où cela était fréquent. Et voyons maintenant l'histoire. Salutations à vous tous. Je suis arrivé à Yalta hier soir, avec le réservoir plein. Mais ce matin, la voiture ne démarre pas. Pourquoi ? La voiture est à court d'essence. Jetons un coup d'œil. Au fait, belles pneus. Et bien sûr, il porte les Tripolowski, les 3 bandes d'Adidas. Je reviendrai sur son histoire une autre fois. C'est une autre marque allemande. Ils adorent l'Allemagne. Ils adorent les marques allemandes. C'est leur fantasme. Ils veulent des voitures allemandes. Ils portent des vêtements allemands. Ils essaient de copier tout ce qui vient d'Allemagne, mais en général, ils échouent. Ils ne le font pas vraiment bien. Donc la voiture a un réservoir d'essence juste ici, sauf que non, parce que ce n'est pas juste l'essence qui a été siphonnée, c'est tout le réservoir qui a été volé. C'est quoi ce délire ? Ils ont vidé tout le carburant, y compris le réservoir lui-même. Ils ont volé tout le réservoir. Ça, même en Union soviétique, ça n'est jamais arrivé. D'habitude, on se contente de siphonner l'essence, mais là, ils ont pris tout le réservoir. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la Russie de 2026. Au fait, en Crimée, les Sontianaïl, les Ukrainiens envoient le plus de drones par kilomètre carré pour des attaques à longue portée. Ils les envoient en Crimée. C'est l'une des zones les plus attaquées par des frappes à longue portée par les Ukrainiens. Donc ce que les autorités d'occupation de Crimée ont décidé maintenant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le 17 juin, elles interdisent bossant les motos, les mobylettes, tous les types de véhicules motorisés à 2 roues. À partir de quelle heure déjà ? 18 heures. Laissez-moi vérifier l'heure pour vous. Oui, de 20 heures à 6 heures du matin. Pourquoi ce n'est pas lié à la pénurie de carburant, même si ça pourrait ? C'est parce que ces moteurs font des bruits similaires à ceux des drones. Donc c'est censé être lié à des raisons de sécurité pour que vous puissiez mieux entendre les drones. Parce que soi-disant, certains Ukrainiens vivant en Crimée conduisent délibérément leurs motos au même moment lorsque les Ukrainiens attaquent la Crimée. Donc les forces de défense russes, les forces de défense aériennes, ne pouvaient pas entendre ou localiser les drones aussi facilement puisque les motos circulent autour. C'est juste une façon amusante de faire. Les autorités d'occupation de Crimée interdisent désormais l'usage des motos de 20 heures à 6 heures, ce qui est vraiment pénible parce que certaines personnes dépendent de leur moto. Elles n'ont peut-être pas de voiture, elles ont peut-être un scooter parce que c'est beaucoup moins cher. Ça consomme moins de carburant. En Crimée, où il fait souvent beau, utiliser un scooter et c'est pratique, mais interdit la nuit. Comment rentrer chez soi après un service tardif ? Cela pénalise les gens, toutes sortes de personnes vivant en Crimée. Mais ils l'ont fait. C'est interdit à partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez plus conduire votre moto. Ou alors ils disent qu'elle vous sera retirée définitivement. C'est fou. Regardons la carte. Je veux dire, je peux en parler, mais voyons la carte réelle des pénuries de carburant en Russie en 2026. Vous avez déjà vu cette carte pour 24, 25. Maintenant, c'est 26 et cette carte ne montre que cette année. Plus la couleur est foncée, plus c'est proche d'aujourd'hui. Plus la couleur est claire, plus c'est proche de janvier, le début de l'année. Donc en janvier ou février, on a Tchoukotka. Nous avons eu l'oblast de Krasnoïarsk, qui est l'un des plus grands de Russie. En juin, nous avons eu la Carélie en juin. Et regardez ces zones foncées. Elles sont toutes en juin. Les zones foncées n'ont été ajoutées qu'en juin. Donc d'immenses régions de la Russie, en particulier la Russie occidentale, connaissent des pénuries de carburant en juin.
Cela est dû aux frappes ukrainiennes depuis 2 ans. La Russie est un pays d'une immensité incroyable. C'est une fédération, donc pour la faire souffrir, il faut du temps. Beaucoup de temps. Des années de frappes sur leurs infrastructures. Et cela se voit, vraiment. Les Ukrainiens maîtrisent cette technique. Ils frappent non seulement les infrastructures de carburant, mais aussi celles de transport. La Crimée sera isolée, elle l'est déjà presque, car tous les ponts venant du nord de la Crimée ont été frappés. Le pont de Kertch fonctionne encore. Maintenant, les Ukrainiens ont lancé une frappe combinée sur un pont clé situé sur l'autoroute R20 Navarazia, entre Mariupol et Takharov. Regardez ça. C'est l'autoroute qui longe le nord de la mer d'Azov, allant de Mariupol à la Crimée. C'est par elle que passe tout ce que la Russie a dans le sud de l'Ukraine. La logistique, l'eau, l'essence, le diesel, les médicaments, les munitions, tout passe par cette autoroute. Si vous retirez cela, vous éliminez la capacité de l'armée russe à mener la guerre efficacement. L'Ukraine a détruit un pont sur l'autoroute de Novorossia, un point d'étranglement. Regardez. Bouhou, passons à autre chose. Et la dernière vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui concerne un membre du personnel militaire russe de la SMO, Opération militaire spéciale, qui s'est vu refuser de l'essence dans une station-service. Puis-je avoir de l'essence pour mon Kamaz et puis-je remplir quelques barils? Et la dame répond « Non, vous ne pouvez pas mettre d'essence. Je dois vous rappeler que ce gars vient de l'armée. Il porte un uniforme de camouflage militaire. C'est un soldat. Il est censé être haut placé dans la hiérarchie, au-dessus des civils, ce qui arrive quand votre pays est en guerre. Les soldats sont les plus importants. Mais non, nous n'avons pas le droit de remplir des barils. Je ne peux absolument rien faire. C'est interdit. Nous avons signé un document. Nous pourrions être renvoyés. Nous pourrions même être renvoyés. Je comprends. Appelez la ligne d'assistance. Appelez le responsable. Ouais, va parler à quelqu'un d'autre. Et il parle pendant longtemps. Et le gars ne reçoit pas de carburant. Peu importe qu'il soit de l'armée. Il dit que notre position sera submergée. On ne peut pas bouger. On n'a pas d'essence ni de diesel. Personne ne s'en soucie. On ne leur en donne pas. Si ta position est submergée, eh bien, c'est comme ça. Ouais, qui s'en soucie? Et je suis content de voir ça. Que si tu prives le système d'essence ou de diesel, ce ne sont pas seulement les civils, c'est aussi l'armée. Plus personne ne peut bouger, y compris l'armée. Donc ça montre que ce que les Ukrainiens font depuis 2 ans fonctionne parfaitement. Parfois c'est répétitif d'en parler, parfois c'est répétitif à voir, parfois même les médias ne nous montrent plus ces frappes parce qu'elles sont devenues si courantes. Mais maintenant nous commençons à voir les résultats et ils sont rares, ils sont magnifiques. Voilà mes amis. Je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici ma prochaine vidéo, assurez-vous d'être au rendez-vous et au revoir.